Mon frère a perdu la vie parce que ma sœur a choisi d'aller à un rendez-vous galant. Ma grande sœur, Justine, nous a pratiquement élevés tous les trois, car notre mère n'était jamais là. C'est elle qui nous préparait nos déjeuners, signait nos bulletins scolaires et a même acheté les auto-injecteurs d'épinéphrine de mon frère Mathis avec l'argent qu'elle gagnait comme serveuse. Samedi dernier, je gardais Mathis quand c'est arrivé. Nous étions au parc et un garçon a partagé sa barre de céréales avec lui. Mathis en avait déjà pris environ 6 bouchées quand son visage a commencé à enfler. « Où est ton stylo ?» ai-je demandé en fouillant dans son sac à dos. Ses yeux se sont agrandis de panique. C'est Justine qui l'a. Elle a dit qu'elle l'apporterait. Mon estomac s'est noué. Justine était censée nous retrouver à midi et il était déjà 12h17. Je l'ai appelée immédiatement. Le bruit du restaurant et des rires emplissait le téléphone. J'ai dit que ça avait intérêt à être important. Mathis est en train de faire une réaction. Je lui ai demandé où elle était avec son EpiPen. Elle m'a répondu qu'elle était enfin à un rendez-vous, après 3 ans. Je lui ai dit que Mathis avait mangé des cacahuètes. Sa gorge se serre. Elle a hurlé, me demandant si je me moquais d'elle. Je lui ai répondu qu'elle était censée être ici avec son médicament. Elle a répliqué qu'elle était censée avoir 22 ans et vivre sa vie. C'est la première fois que Jérôme a pu avoir une réservation dans cet endroit. J'ai crié qu'il avait besoin de son EpiPen maintenant. Elle s'est plainte. Je vous ai élevé depuis que j'ai 16 ans. 16 ans. C'est littéralement le seul après-midi que j'ai eu pour moi depuis des mois. Je l'ai supplié, Justine, s'il te plaît. Elle a dit, tu sais quoi, j'en ai marre. Chaque fois que j'essaie d'être heureuse, il se passe quelque chose, à chaque fois. À 12h23, Mathis s'est évanoui. Ses lèvres étaient bleues. Une mère dans le parc a appelé les secours pendant que je le tenais, sentant sa petite poitrine à peine bouger. J'ai rappelé Justine. Il est inconscient. Il devient tout bleu. Elle a dit, arrête d'être dramatique. Tu fais toujours ça quand je fais enfin quelque chose pour moi. J'ai crié que c'était une urgence. Elle a répondu que tout est une urgence quand je ne suis pas disponible. C'est drôle comme les choses fonctionnent. Les secours sont arrivés à 12h31 et le visage de la secouriste a pâli quand elle a vérifié ses voies respiratoires. Il a besoin d'épinéphrine maintenant. Vous n'en avez pas ? Je lui ai répondu que ma sœur l'avait. Elle est en route, mais ce n'était pas le cas. Je l'ai appelée à 12h35. L'ambulancière a pris mon téléphone. Madame, votre frère est en choc anaphylactique. Ses voies respiratoires se ferment. Nous avons besoin de cet EpiPen immédiatement. La réponse de Justine a été assez forte pour que tout le monde l'entende. J'ai été sa mère depuis que notre vraie mère nous a abandonnés. Ne venez pas me faire la morale sur ce dont il a besoin. La femme a continué. Madame, il va perdre la vie, mais ma sœur l'a interrompu. Je n'ai pas eu de vrai rendez-vous depuis 3 ans. 3 ans. Je mérite 2 heures. 2 heures pour être une personne normale. La femme a essayé, madame. Elle a crié. Je partirai quand j'aurai fini mon dessert. À 12h42, ils l'ont intubé dans l'ambulance. Son petit corps était si immobile. La secouriste n'arrêtait pas de regarder la montre, puis ses signes vitaux, et de nouveau la montre. À 12h48, son cœur s'est arrêté et ils l'ont réanimé. Mais les yeux de la secouriste m'ont tout dit. À quelle distance est sa sœur ? J'ai envoyé à Justine une photo de Mathis sur le brancard. Il est en train de nous quitter. Elle a répondu. C'est exactement pour ça que je ne peux jamais être heureuse. Je rencontre enfin quelqu'un qui ne sait pas que j'élève 3 enfants et tu gâches tout. Et maintenant, Jérôme vient de me demander pourquoi je pleure. Merci pour ça. Je pars quand on aura fini de manger. Justine est finalement arrivée aux urgences à 13h33. Son maquillage parfait était ruiné par les larmes. Son cavalier l'avait laissé là. Elle a jeté le sac avec l'EpiPen à l'infirmière. Heureuse maintenant. Il pense que je suis une mère adolescente. Rendez-vous gâché.
Le médecin est apparu. Sa tenue de chirurgien était encore tachée. Nous devons parler du don d'organes. Justine a ri. Quoi? Faites-lui simplement l'injection. Le médecin a dit, Madame, votre frère est resté 51 minutes sans épinéphrine. Il est en état de mort cérébrale. Justine s'est tournée brusquement vers moi. C'est de ta faute. C'est toi qui le gardais. J'ai crié que c'était elle qui avait les épipens. Tu étais censé être là. Elle m'a crié en retour. Je dois toujours être là. Quand est-ce que je vais vivre? Quand est-ce que c'est mon tour? Le médecin l'a interrompu. Madame, la fenêtre pour le don d'organes se referme. Elle pleurait. J'ai tout abandonné pour ces enfants, tout. Mon université, ma vingtaine, toute ma vie. Et la seule fois que je prends 3 heures pour moi, j'étais déjà au téléphone. Je dois appeler l'avocat de maman. Les ambulanciers auraient dû avoir de l'épinéphrine. À 14h45, pendant que Justine retournait voir Jérôme, parce que le rendez-vous n'était en fait pas terminé quand tu as interrompu, ils ont débranché les machines. Mathis est mort à l'âge de 6 ans parce que sa protectrice s'est choisie elle-même plutôt que de choisir sa vie. Je suis restée avec son corps pendant 3 heures. Justine n'est jamais revenue. Elle m'a envoyé un message une fois. Jérôme ne veut pas sortir avec quelqu'un qui a des bagages. Merci d'avoir ruiné la seule bonne chose dans ma vie. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que je n'allais pas seulement enterrer mon petit frère, mais que j'allais aussi causer sa chute. Elle venait de me donner tout ce dont j'avais besoin pour le faire. La chapelle de l'hôpital était vide et froide à 3 heures du matin, mais je ne pouvais pas laisser le corps de Mathis seul dans cette morgue au sous-sol. L'écran de mon téléphone me faisait mal aux yeux dans l'obscurité pendant que je parcourais les messages de Justine de plus tôt. Chaque message qu'elle avait envoyé pendant que Mathis se mourait devait être sauvegardé avant qu'elle ne puisse les effacer ou prétendre ne jamais avoir dit ces choses. J'ai pris capture d'écran sur capture d'écran, mes doigts tremblants tandis que je capturais le moment où elle disait qu'elle viendrait après le dessert. Le message où elle me reprochait d'avoir gâché son rendez-vous me retournait l'estomac, mais je l'ai quand même sauvegardé. 27 captures au total, chacune montrant l'heure exacte de l'envoi pendant que les voies respiratoires de Mathis se fermaient. J'ai ouvert 3 services de cloud différents sur mon téléphone et j'ai téléchargé chaque capture sur chacun d'eux. Puis je me suis envoyé des copies à 2 adresses e-mail différentes. Mon ordinateur portable était à la maison, alors j'ai utilisé l'ordinateur de l'hôpital dans la salle d'attente familiale pour créer un nouveau dossier intitulé Preuve. Les touches du clavier faisaient trop de bruit dans le couloir silencieux pendant que je tapais tout ce dont je pouvais me souvenir avec les horaires exacts. La réaction de Mathis a commencé à 12h17 et Justine a été appelée immédiatement, mais a refusé de quitter son rendez-vous. Les secours sont arrivés à 12h31 et avaient besoin de l'épipène qu'elle avait sur elle. Le cœur de Mathis s'est arrêté à 12h48 et ils l'ont fait repartir, mais il était déjà en état de mort cérébrale. Justine est arrivée à 13h33, 76 minutes après le début de sa réaction. Parlant toujours de son rendez-vous gâché avec Jérôme. J'ai noté chaque mot que je pouvais me rappeler qu'elle avait dit, chaque excuse qu'elle avait donnée, chaque fois qu'elle s'était choisie elle-même au lieu de sauver la vie de Mathis. Mon téléphone a vibré avec un message de Célestine, la mère dans le parc qui avait appelé les secours pendant que je tenais Mathis. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas arrêter de penser à ce qui s'était passé et m'a demandé si j'allais bien. Je l'ai appelée sur le champ dans le couloir de l'hôpital, même s'il était plus de 3 heures du matin. Elle a répondu à la 2e sonnerie et a dit qu'elle non plus ne pouvait pas dormir. Je lui ai demandé si elle pouvait écrire ce qu'elle avait vu et entendu dans le parc. Elle a accepté immédiatement et a dit qu'elle pouvait encore entendre la voix de Justine sur le haut-parleur de mon téléphone, disant qu'elle méritait 2 heures pour être normale. Célestine était assez proche pour tout entendre lorsque l'ambulancière a pris mon téléphone et que Justine a dit qu'elle partirait quand le dessert serait terminé. Elle a promis de tout noter et de me l'envoyer par email le lendemain matin. Elle a dit qu'elle inclurait tous les détails dont elle pourrait se souvenir. Le lendemain matin, j'ai attendu jusqu'à 9 heures avant d'appeler Justine, car je voulais qu'elle soit complètement réveillée pour ça. J'ai mis mon téléphone en mode enregistrement avant de composer.
Elle a répondu d'une voix rauque à force d'avoir pleuré ou peut-être bu. Je lui ai dit que nous devions parler de l'organisation des funérailles de Mathis. Elle a immédiatement commencé à crier que tout était de ma faute parce que je ne m'étais pas bien occupée de lui. Sa voix est devenue plus forte alors qu'elle criait avoir tout sacrifié pour nous, les enfants, depuis ses 16 ans. Elle a dit qu'elle méritait une vie après avoir renoncé à ses rêves d'université et à sa vingtaine pour nous élever. Je l'ai laissée se déchaîner pendant 10 minutes d'affilée, enregistrant chaque mot alors qu'elle admettait savoir qu'il était en train de nous quitter mais qu'elle était restée au restaurant quand même. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle avait enfin rencontré quelqu'un qui ne savait pas qu'elle élevait 3 enfants et que j'avais tout gâché pour elle. Quand elle a finalement arrêté de crier, je lui ai dit que les pompes funèbres avaient besoin de décision aujourd'hui. Elle m'a raccroché au nez, mais j'avais tout ce dont j'avais besoin enregistré sur mon téléphone. J'ai passé les 6 heures suivantes à la table de ma cuisine avec mon ordinateur portable à faire des recherches sur les lois sur la non-assistance à personne en danger et l'homicide involontaire. Les définitions légales correspondaient exactement à ce que Justine avait fait à Mathis. La non-assistance à personne en danger incluait le fait de ne pas agir lorsqu'un enfant a besoin d'aide urgente. L'homicide involontaire couvrait le fait de causer la mort de quelqu'un par une faute grave, ce qui signifiait ignorer un risque de mort évident. Justine savait que Mathis pouvait perdre la vie sans son épipène et a choisi de rester à son rendez-vous au restaurant malgré tout. Chaque site que j'ai trouvé disait la même chose sur le devoir de protection et comment elle l'avait violé. Le site de l'aide sociale à l'enfance avait un numéro de téléphone joignable 24 heures sur 24. J'ai appelé et j'ai passé plus d'1 heure à raconter à l'opératrice tout ce qui s'était passé. Je lui ai lu les messages de Justine mot pour mot pendant que l'opératrice les tapait dans son système. Elle a posé des questions détaillées sur la chronologie et je lui ai donné chaque heure que j'avais documentée. Elle a voulu en savoir plus sur notre situation de vie et j'ai expliqué comment Justine était notre tutrice depuis que notre mère était partie. L'opératrice m'a donné un numéro de dossier et a dit qu'un enquêteur me contacterait dans les 48 heures. Elle a aussi dit que je devrais déposer une plainte immédiatement si je ne l'avais pas encore fait. Le commissariat de police sentait le café froid et le nettoyant pour sol quand je suis entrée avec mon dossier de preuves. L'agent à l'accueil avait l'air fatigué, mais il est devenu plus alerte pendant que je lui expliquais pourquoi j'étais là. Je lui ai montré toutes les captures d'écran, la chronologie que j'avais écrite et j'ai fait jouer une partie de l'appel enregistré. Il a appelé un brigadier qui a tout examiné et a dit que cela devait être transmis à la brigade des mineurs. Ils ont pris ma déposition formelle, ce qui a pris près de 2 heures avec tous les détails. L'agent m'a donné un numéro de plainte et a dit qu'un inspecteur me contacterait dans quelques jours. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné et c'était Judith Delorme de l'aide sociale à l'enfance, disant qu'elle devait programmer une visite à domicile. Nous avons convenu d'un rendez-vous pour le lendemain et elle a dit de préparer toute ma documentation pour qu'elle l'examine. J'ai passé toute la nuit à tout organiser dans un classeur avec des onglets étiquetés pour les messages, les enregistrements d'appels, la chronologie et la déclaration du témoin Célestine. Judith s'est présentée alors le lendemain matin avec un épais dossier et une tablette pour prendre des notes. Elle m'a interrogée pendant 2 heures d'affilée, examinant chaque pièce à conviction et prenant des photos des captures d'écran avec sa tablette. Elle a posé des questions sur notre sœur cadette Ninon, qui n'avait que 8 ans et vivait toujours à la maison avec Justine. Le visage de Judith est devenu plus sérieux à mesure qu'elle examinait les preuves et elle a dit qu'elle mettait en place un plan de sécurité immédiat. Justine ne pouvait plus être seule avec Ninon jusqu'à la fin de l'enquête. Elle ne pouvait avoir que des visites médiatisées et une autre personne devrait être présente à tout moment. Judith m'a donné son numéro direct et m'a dit de l'appeler immédiatement si Justine violait le plan de sécurité. 3 jours après la mort de Mathis, les pompes funèbres ont appelé en disant qu'ils avaient besoin de décisions concernant sa veillée, mais Justine et moi ne pouvions nous mettre d'accord sur rien. Elle voulait une grande veillée où elle pourrait pleurer et raconter à tout le monde à quel point sa vie avait été difficile en nous élevant. Je voulais quelque chose de petit pour vraiment honorer Mathis, pas pour en faire le spectacle de la victime de Justine. Nous avons fini par organiser des veillées complètement séparées, car il était hors de question que je m'assoie à côté d'elle pendant qu'elle prétendait être la tutrice en deuil. Le jour des funérailles de Mathis est arrivé trop vite et je suis restée au fond du funérarium à regarder les membres de la famille entrer.
Ma tante Hélène a tenu les mains de Justine et lui a dit qu'elle était une sainte de nous avoir élevés toutes ces années. Pendant ce temps, l'oncle Pierre me regardait simplement avec un air qui disait qu'il savait exactement ce qui s'était passé. D'autres membres de la famille sont arrivés et se sont divisés en deux groupes. La moitié d'entre eux se sont agglutinés autour de Justine pendant qu'elle sanglotait sur le fait qu'elle avait tout abandonné pour nous, les enfants. Et l'autre moitié est venue vers moi en silence pour me dire qu'ils étaient vraiment désolés pour Mathis. Célestine est entrée en portant des fleurs blanches et est venue directement vers moi, se penchant pour murmurer qu'elle témoignerait de tout ce dont j'avais besoin. Parce que ce qu'elle avait entendu ce jour-là la rendait encore malade. La veillée elle-même a été horrible avec Justine à l'avant, se lamentant sur le fait qu'elle avait été plus une mère pour Mathis que notre vraie mère ne l'avait jamais été. Tandis que j'étais assise au dernier rang, essayant de ne pas crier qu'elle l'avait laissé partir pour un dîner. Après l'enterrement, j'ai reçu un appel de quelqu'un du nom de Bruno Valette, qui a dit qu'il était du bureau du procureur de la République et qu'il voulait programmer une première réunion la semaine suivante pour discuter de l'affaire. J'ai passé les 3 jours suivants presque sans dormir, organisant chaque pièce à conviction dans un énorme classeur avec des onglets colorés séparant les captures d'écran, les enregistrements d'appels, la chronologie et les informations du témoin Célestine. La réunion était prévue pour le jeudi matin et je me suis présentée avec mon classeur, plus des sauvegardes de tout sur 2 clés USB différentes au cas où. Le bureau de Bruno Valette était petit et encombré de boîtes d'archives, mais il a fait de la place sur son bureau et a passé 2 heures à examiner chaque pièce à conviction que j'avais. Il m'a expliqué que pour prouver la négligence ayant entraîné la mort, nous devions montrer que Justine avait une obligation légale de protéger Mathis, qu'elle savait qu'il était en danger de mort sans l'épipène et qu'elle avait quand même choisi d'ignorer ce risque. Bruno m'a demandé s'il pouvait télécharger toutes les données de mon téléphone pour préserver les fichiers originaux et les horodatages, et j'ai signé les formulaires de consentement sur le champ, désespéré que quelqu'un prenne enfin cela au sérieux. Il a fait des copies de tout et m'a dit qu'il me contacterait dès qu'il aurait tout examiné avec son supérieur. 2 jours plus tard, Judith m'a appelé pour me dire que Célestine avait officiellement accepté d'être témoin pour le dossier de l'aide sociale à l'enfance et qu'elle fournirait une attestation sur l'honneur sur ce qu'elle avait entendu dans le parc. Avoir une autre personne qui avait entendu Justine refuser de quitter son rendez-vous, même avec Mathis en danger, a été la première vraie preuve que je n'étais pas folle ou que je n'exagérais pas la situation. Bruno Valette m'a appelé la semaine suivante pour dire qu'il avait obtenu les registres d'appels officiels des secours et les rapports d'incidents des ambulanciers qui confirmaient chacune des heures que j'avais fournies à la minute près. Les dossiers médicaux de l'hôpital montraient que l'état de Mathis s'était détérioré exactement comme je l'avais décrit, avec son cœur s'arrêtant à 12h48 et la mort cérébrale survenant vers 12h50, tout comme la secouriste me l'avait dit. Pendant ce temps, Justine a commencé à publier sur tous les réseaux sociaux sur la façon dont sa sœur ingrate la harcelait après qu'elle ait sacrifié toute sa jeunesse pour nous élever lorsque notre mère était partie. Elle écrivait de longs messages sur la façon dont elle avait renoncé à l'université, aux rencontres et à sa vingtaine pour être notre maman, mais elle a omis la partie où elle a laissé Mathis nous quitter parce qu'elle voulait finir son dessert. Ses amis commentaient avec des cœurs et des mots de soutien pendant que je prenais des captures d'écran de chaque publication pour mon dossier de preuve. Puis, un homme s'est présenté à ma porte avec des papiers juridiques, un huissier de justice qui m'a remis une mise en demeure de l'avocat de Justine, exigeant que j'arrête de la diffamer et de faire de fausses accusations. J'étais sur le point de paniquer quand mon téléphone a sonné et c'était Aline Courtois, qui s'est présentée comme une avocate spécialisée en droit de la famille, offrant de m'aider à répondre à la mise en demeure de Justine. Elle est venue à mon appartement cet après-midi-là et a tout examiné. Puis elle a rédigé une réponse disant que je coopérais avec les autorités et que j'avais tout à fait le droit de chercher justice pour mon frère par les voies légales appropriées. La colère me consumait, me tenant éveillée la nuit, à planifier toutes les façons dont je voulais que Justine paie. Puis, Aline m'a donné le nom d'une thérapeute spécialisée dans le deuil appelée Jeanne Verdier. J'ai commencé à la voir 2 fois par semaine et au début, tout ce dont je pouvais parler était à quel point je détestais Justine et voulais qu'elle souffre comme Mathis avait souffert. Jeanne a écouté sans juger et m'a lentement aidé à comprendre que vouloir la justice et gérer le deuil n'était pas la même chose que la vengeance, et que je pouvais faire les deux sans laisser la colère me consumer. Au fil de plusieurs séances, elle m'a aidé à recadrer mon objectif, passant de détruire Justine à protéger Ninon et à obtenir justice pour Mathis par le système légal.
Ce changement de pensée m'a aidé à me concentrer sur l'utilisation efficace des tribunaux et de l'aide sociale à l'enfance, plutôt que de simplement exploser de rage, ce qui n'aurait fait que nuire à mon cas. Puis, Judith a appelé avec une nouvelle qui a rendu tout encore plus urgent, car Justine était arrivée 2 heures en retard pour récupérer Ninon à l'école, laissant notre sœur de 8 ans assise seule dans le bureau de la directrice. L'école a tout documenté et a appelé l'aide sociale à l'enfance immédiatement, ce qui signifiait que Justine avait violé le plan de sécurité qui stipulait qu'elle ne pouvait pas être seule avec Ninon. Judith a dit que cette violation renforcerait leur dossier pour augmenter la supervision et éventuellement retirer complètement Ninon des soins de Justine, ce qui était exactement ce que je voulais. Bruno Valette a appelé 3 jours plus tard alors que je préparais le déjeuner de Ninon pour l'école, et m'a dit que la brigade criminelle avait pris l'affaire en examen. Il a dit qu'ils envisageaient des poursuites pour non-assistance à personne en danger ayant entraîné la mort, ce qui pourrait signifier une peine de prison ferme, mais m'a prévenu que ces affaires prenaient des mois à construire et que je devais être patiente. Les preuves étaient solides, cependant, surtout avec tous les registres de temps et les déclarations de témoins que nous avions rassemblés. J'étais à l'extérieur du supermarché la semaine suivante, achetant plus de fournitures scolaires pour Ninon quand Justine a surgi de nulle part en me criant dessus sur le parking. Elle hurlait sur la façon dont j'avais ruiné sa vie et monté tout le monde contre elle, et que la situation de Mathis était de ma faute parce que je ne m'étais pas mieux occupée de lui. Je suis restée calme et j'ai sorti mon téléphone pour enregistrer toute sa crise de colère pendant qu'elle continuait à crier qu'elle avait tout abandonné pour nous, enfants ingrats. Quand elle est finalement partie en trombe, je suis allée directement au commissariat et j'ai déposé une main courante pour harcèlement avec la vidéo comme preuve. L'agent a dit qu'il l'ajouterait au dossier grandissant sur Justine. 2 jours plus tard, j'ai rencontré un avocat spécialisé en succession au sujet des affaires de Mathis et de l'argent de l'assurance vie de la mort de notre père il y a 5 ans. Justine était censée être la bénéficiaire en tant que notre tutrice, mais l'avocat a dit qu'elle avait un énorme conflit d'intérêts maintenant, puisqu'elle était impliquée dans sa mort. Il a expliqué que nous pouvions demander au tribunal un administrateur judiciaire pour tout gérer à la place de Justine. J'ai passé tout le week-end à rassembler tous les messages de Justine et les preuves de la chronologie pour soutenir la requête et nous l'avons déposée le lundi matin. Le greffier du tribunal a dit qu'il programmerait une audience pour le mois suivant pour décider qui devrait contrôler la succession de Mathis. Cet après-midi-là, un coursier s'est présenté avec une épaisse enveloppe de l'avocat de Justine, menaçant de me poursuivre en justice pour diffamation si je n'arrêtais pas de parler de l'affaire. La lettre disait que je propageais des mensonges et que j'essayais de détruire la réputation de Justine alors qu'elle avait tout sacrifié pour nous élever. J'ai appelé Aline immédiatement et elle est venue l'examiner. Elle a dit de rester silencieuse sur les réseaux sociaux, mais de continuer à coopérer avec toutes les enquêtes officielles, car la vérité était notre défense contre toute poursuite. Bruno Valette a rappelé la semaine suivante avec des nouvelles incroyables, car la compagnie de téléphone avait fourni les relevés complets de mes appels avec Justine ce jour-là. Les relevés montraient exactement quand je l'avais appelée, combien de temps chaque appel avait duré, plus important encore, qu'elle n'avait jamais essayé d'appeler les secours ou qui que ce soit d'autre pour obtenir de l'aide. Elle était restée au téléphone avec moi à écouter que Mathis était en danger, mais n'avait jamais quitté le restaurant ni appelé une aide médicale. C'était une preuve énorme de sa négligence. J'ai commencé à rencontrer Jeanne 2 fois cette semaine-là pour travailler sur une déclaration en tant que partie civile pour les futures procédures judiciaires. Écrire toutes les choses que Mathis ne ferait jamais m'a complètement brisée. Il n'apprendrait jamais à faire du vélo sans roulette, n'irait pas au lycée, n'aurait pas son premier amour, n'apprendrait pas à conduire, n'obtiendrait pas son diplôme, ne se marierait pas, n'aurait pas ses propres enfants. Jeanne m'a aidé à mettre tout cela en mots qui aideraient le tribunal à comprendre exactement ce que l'égoïsme de Justine avait volé au monde. Célestine s'est rendue au bureau du procureur pour donner sa déposition officielle et je me suis assise dans la salle d'attente pendant qu'elle était à l'intérieur pendant 2 heures. Quand elle est sortie, elle m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'elle avait tout raconté sur le fait d'avoir entendu Justine dire qu'elle finirait son dessert avant de venir aider Mathis. Elle a confirmé que Justine semblait en colère, pas inquiète, quand je criais que Mathis était en danger de mort. Le procureur a dit que le témoignage de Célestine serait crucial pour prouver que Justine avait compris l'urgence mais avait choisi de l'ignorer. Pendant ce temps, Justine manquait des services au restaurant à cause de toutes ses réunions juridiques et audiences judiciaires.
Son directeur l'a finalement licenciée après qu'elle ait manqué 3 fois en 2 semaines. Bien sûr, elle est allée directement sur Facebook pour publier sur la façon dont j'avais détruit sa vie et lui avait coûté le travail dont elle avait besoin pour survivre. Elle a écrit une longue tirade sur la façon dont elle nous avait élevés depuis ses 16 ans et que c'était la gratitude qu'elle recevait. Mais elle n'a jamais mentionné que ses propres choix concernant Mathis étaient la raison de ses problèmes juridiques. Ses amis continuaient de commenter avec des cœurs de soutien pendant que je prenais des captures d'écran de tout pour les preuves. Judith a appelé pour programmer une réunion à l'école de Ninon avec la directrice et la psychologue scolaire pour discuter des arrangements de supervision. Quand je suis arrivée, elles m'ont expliqué que Ninon se comportait mal en classe et pleurait de manière aléatoire depuis la mort de Mathis. La psychologue a dit qu'elle avait besoin de stabilité et de routine, ce qui signifiait rester avec moi plutôt que de sauter de maison en maison. Elle recommandait au juge des enfants que Justine n'ait que des visites médiatisées dans un lieu neutre pour la sécurité et la santé mentale de Ninon. J'ai réalisé, assise à cette réunion, que protéger Ninon était devenu aussi important que d'obtenir justice pour Mathis, car elle n'avait que 8 ans et avait déjà perdu un frère à cause de l'égoïsme de Justine. 2 jours plus tard, Bruno Valette m'a appelé à son bureau au palais de justice et je me suis assise en face de lui pendant qu'il m'expliquait les charges qu'il retenait. Il a dit que le bureau du procureur avait opté pour le délit de non-assistance à personne en danger ayant entraîné la mort, car ce serait plus facile à prouver au tribunal que l'homicide involontaire. La déception a dû se lire sur mon visage, car il a rapidement ajouté que cela entraînait toujours une peine de prison importante et ferait de Justine une condamnée avec un casier judiciaire à vie. J'ai compris la stratégie, même si une partie de moi voulait qu'ils aillent jusqu'aux charges maximales possibles. La semaine suivante, nous avons eu l'audience de succession pour le patrimoine de Mathis et le juge a passé 40 minutes à examiner toutes les preuves que j'avais soumises sur les messages et les appels de Justine pendant sa mort. Quand il a annoncé qu'il nommait un administrateur judiciaire à la place de Justine, elle a bondi de son siège et a commencé à crier que je la volais après tout ce qu'elle avait sacrifié pour nous. Le garde a dû l'escorter dehors pendant qu'elle continuait à crier qu'elle nous avait élevés depuis ses 16 ans et que c'était la gratitude qu'elle recevait. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu et c'était un journaliste du journal local qui posait des questions sur l'affaire de Mathis. Je lui ai dit que je ne pouvais pas commenter et je lui ai donné le numéro de Bruno Valette, car la dernière chose dont j'avais besoin était que Justine prétende que j'essayais de devenir célèbre sur la mort de notre frère. Cet après-midi-là, un huissier a frappé à ma porte avec des papiers juridiques et je les ai ouverts pour découvrir que Justine avait déposé une demande d'ordonnance de protection contre moi. Les documents alléguaient que je la harcelais et la traquais, alors que tout ce que j'avais fait était de chercher justice par les voies légales appropriées. J'ai appelé Aline immédiatement et elle est venue ce soir-là pour m'aider à préparer une réponse avec toutes mes preuves, montrant que je n'avais jamais contacté Justine directement, sauf pour des questions juridiques nécessaires. Nous avons passé toute la semaine suivante à tout organiser pour l'audience, à passer en revue des mois de relevés d'appel et à obtenir des attestations écrites de témoins. Aline n'arrêtait pas de me rassurer en disant que n'importe quel juge verrait clair dans la tentative de Justine de me faire taire, mais je me sentais toujours malade rien qu'à l'idée de l'affronter à nouveau au tribunal. L'audience était prévue pour le vendredi matin et j'ai à peine dormi la nuit précédente, passant en revue toutes les preuves une fois de plus. Quand nous sommes arrivés au tribunal, l'avocat de Justine a plaidé pendant 20 minutes sur la façon dont je ruinais sa vie et sa réputation, mais Aline a calmement présenté nos preuves, montrant que je n'avais utilisé que les voies légales. Le juge a mis moins de 10 minutes à rejeter l'ordonnance de protection de Justine et s'est en fait tourné pour l'avertir de ne pas faire de fausses accusations pour manipuler le système judiciaire. Il a dit que j'avais tout à fait le droit de chercher justice pour mon frère par les voies appropriées et que tenter de me faire taire avec des actions en justice futile pourrait entraîner des sanctions contre elle. Justine est sortie en trombe du tribunal et j'ai eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau pour la première fois depuis des jours. Bruno Valette m'a appelé le lundi suivant avec une nouvelle qui m'a retourné l'estomac. Le juge d'instruction allait m'entendre le mois prochain et je devrais témoigner sur tout ce qui s'était passé ce jour-là au parc. L'idée de revivre ces moments devant des inconnus me terrifiait, mais Mathis méritait que son histoire soit racontée. J'ai commencé à voir Jeanne 2 fois par semaine pour me préparer au témoignage et elle a passé nos séances à m'enseigner des techniques de respiration pour rester calme lors de l'audition. Elle m'a montré comment m'en tenir aux faits et laisser les preuves parler,
au lieu de devenir émotive, ce qui serait la partie la plus difficile pour moi. Nous avons répété encore et encore, elle jouant le rôle de l'avocat de la défense essayant de déformer mes paroles pendant que j'apprenais à rester concentrée sur la vérité. Pendant ce temps, Bruno constituait le dossier et m'a appelé pour me dire qu'il assignait Jérôme à comparaître pour témoigner de ce qui s'était passé au restaurant pendant que Mathis était en danger. Jérôme a tout essayé pour éviter l'assignation, faisant même valoir par son avocat qu'il connaissait à peine Justine et n'avait rien de pertinent à ajouter. Mais l'ordonnance du juge était claire et Jérôme n'a eu d'autre choix que de se présenter pour sa déposition ou de faire face à des poursuites. Je n'étais pas autorisée à être dans la pièce pendant sa déposition, mais Bruno m'a appelé après pour partager ce qui s'était passé. Jérôme avait confirmé sous serment que Justine savait que Mathis avait une réaction allergique grave et que j'avais appelé plusieurs fois pour demander de l'aide. Il a admis qu'elle avait insisté pour commander et manger son dessert même après avoir été informée de la gravité de la situation, et qu'elle avait dit qu'elle méritait un après-midi pour elle après nous avoir élevés pendant des années. Son témoignage était exactement ce dont nous avions besoin pour prouver que Justine avait compris l'urgence mais avait choisi de l'ignorer pour ses propres raisons égoïstes. 3 jours plus tard, Judith m'a appelé pour me dire que Justine avait de nouveau laissé Ninon seule à la maison pendant qu'elle allait dans un bar avec des amis du travail. La voisine a vu Justine partir vers 20h et a appelé les services sociaux quand Ninon a frappé à sa porte à 22h pour demander de l'aide pour ouvrir une boîte de soupe. Judith s'y est rendue immédiatement et a trouvé des bouteilles de vin vides dans la cuisine et Ninon regardant la télévision seule dans le noir, parce qu'elle ne savait pas comment changer l'ampoule grillée. Justine est rentrée en titubant à 1h du matin, ivre et en colère que Judith soit là, documentant tout avec des photos et des notes. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle méritait de s'amuser après tout ce qu'elle avait traversé et que Ninon était assez grande pour se garder seule pendant quelques heures. Judith a ajouté cette violation au dossier grandissant et m'a dit que c'était exactement ce dont ils avaient besoin pour montrer un schéma de négligence qui allait au-delà de la mort de Mathis. La semaine suivante, l'aide sociale à l'enfance a déposé une requête officielle auprès du juge des enfants demandant que Justine ne soit autorisée qu'à des visites médiatisées avec Ninon, sur la base des violations de sécurité documentées et des accusations pénales en cours. J'ai passé 2 jours à organiser toutes mes preuves dans des classeurs bien rangés avec des onglets pour chaque incident et j'ai fait des copies de chaque message texte et photo que j'avais. Aline m'a aidé à rédiger une déclaration soutenant la requête où je détaillais toutes les fois où Justine avait fait passer ses propres besoins avant la sécurité des enfants au fil des ans. Le tribunal a programmé l'audience pour la même semaine que la procédure d'instruction, ce qui signifiait que tout se passait en même temps. Bruno Valette m'a appelé pour me préparer à mon témoignage devant le juge d'instruction et m'a prévenu que ce serait intense, car je devrais parcourir chaque minute de cette journée au parc. J'ai répété ma chronologie encore et encore, mémorisant la séquence exacte des événements et m'assurant que je pourrais rester calme en décrivant les derniers moments de Mathis. Le matin de l'audition, j'ai vomi 2 fois à cause des nerfs, mais je me suis forcée à manger un toast et à conduire jusqu'au palais de justice. Je me suis assise devant le juge pendant 3 heures, passant en revue chaque détail pendant que le procureur montrait mes photos et messages sur un grand écran. L'avocat de Justine a essayé de faire croire que j'exagérais ou que je me souvenais mal des choses, mais je m'en suis tenue aux faits et j'ai laissé les preuves parler d'elles-mêmes. Quand ils ont montré la photo que j'ai prise de Mathis sur le brancard, plusieurs personnes dans la salle ont eu un hoquet de surprise. Le procureur m'a demandé de lire à voix haute les messages de Justine, où elle disait qu'elle viendrait après le dessert, même en sachant que Mathis était en train de nous quitter. Ma voix a tremblé, mais j'ai réussi à les lire tous pendant que le juge prenait des notes. Le lendemain, la secouriste qui a soigné Mathis a témoigné sur son état quand elle est arrivée au parc. Elle a expliqué en termes médicaux comment ses voies respiratoires s'étaient fermées et ses organes s'arrêtaient par manque d'oxygène. Elle a confirmé que s'il avait reçu de l'épinéphrine dans les 10 premières minutes de la réaction, il aurait survécu sans dommage permanent. Le procureur lui a demandé directement si l'arrivée de Justine 76 minutes plus tard était ce qui avait causé la mort de Mathis, et elle a dit oui, sans hésitation. Elle a également témoigné qu'elle avait entendu Justine dire sur mon téléphone qu'elle partirait quand le dessert serait terminé, ce qui correspondait exactement à ce que je leur avais dit. 2 jours plus tard, Bruno a appelé avec la nouvelle que le juge d'instruction avait renvoyé Justine devant le tribunal correctionnel pour non-assistance à personne en danger ayant entraîné la mort. Justine risquait jusqu'à 5 ans de prison,
bien que Bruno m'ait prévenu que les primo-délinquants reçoivent rarement la peine maximale. Il a dit que le fait qu'elle soit la principale responsable de Mathis renforçait en fait les accusations, car elle avait une obligation légale de le protéger. Cet après-midi-là, nous avons eu l'audience au tribunal pour enfants concernant la garde de Ninon et Justine s'est présentée impeccablement coiffée et portant une robe conservatrice. Le juge a examiné tous les rapports des services sociaux et la mise en examen pénal avant de prendre sa décision sur les visites. L'avocat de Justine a fait valoir qu'elle était une sœur dévouée qui avait sacrifié sa jeunesse pour élever ses frères et sœurs. Mais le juge l'a interrompu et a dit que les preuves montraient un schéma où elle se mettait en premier. Il a ordonné que Justine ne puisse voir Ninon que lors de visites médiatisées 2 fois par semaine dans les locaux des services sociaux avec un travailleur social présent. Justine a bondi et a crié que j'avais monté tout le monde contre elle et que je lui volais sa famille. Le juge a frappé avec son marteau et a dit qu'elle s'était fait cela à elle-même en choisissant un rendez-vous plutôt que l'avis de son frère. Il a dit que les visites médiatisées se poursuivraient indéfiniment et que toute violation entraînerait la perte de tous les droits de visite. Une semaine plus tard, Bruno a appelé pour dire que l'avocat de Justine voulait discuter d'une reconnaissance préalable de culpabilité. L'offre était de 3 ans de sursis avec mise à l'épreuve et 500 heures de travaux d'intérêt général. J'étais tellement en colère que j'ai jeté mon téléphone à travers la pièce. Comment pouvait-elle être responsable de la mort de Mathis et ne pas passer un seul jour en prison? Bruno a expliqué que les procès étaient risqués et coûteux, et que le procureur envisageait l'accord pour assurer une condamnation. J'ai appelé Jeanne en sanglotant sur l'injustice que Justine puisse s'en tirer après ce qu'elle avait fait à Mathis. Elle est venue chez moi ce soir-là et nous avons parlé pendant des heures de ce que la justice signifiait vraiment dans cette situation. Elle m'a aidé à comprendre que le sursis n'était pas la liberté, car Justine aurait des années de supervision et de cours de parentalité obligatoires. Elle aurait un casier judiciaire qui la suivrait pour toujours et affecterait chaque demande d'emploi et de location d'appartement pour le reste de sa vie. Elle a également souligné que l'objectif était de protéger Ninon et de s'assurer que Justine ne pourrait pas blesser un autre enfant, ce que cet accord accomplirait. 3 semaines plus tard, nous nous sommes tous réunis au tribunal pour que Justine accepte formellement l'accord. Elle a dû se tenir devant le juge et admettre qu'elle avait sciemment retardé l'apport de l'épipène de Mathis malgré avoir été informée de la gravité de son état. Sa voix était monotone et en colère alors qu'elle lisait la déclaration que son avocat avait préparée, sans jamais me regarder ou montrer de véritables remords. Elle n'arrêtait pas d'ajouter des commentaires sur la façon dont elle nous avait élevés et méritait une vie, jusqu'à ce que le juge l'avertisse de s'en tenir à la déclaration préparée où il rejetterait l'accord. Le juge a longuement regardé Justine avant de parler d'une voix froide qui a fait taire tout le monde dans la salle d'audience. Il a dit qu'il avait examiné toutes les preuves et bien que l'accord évitait un procès, il voulait être clair sur la gravité de ce qu'elle avait fait. Il l'a condamnée à 5 ans de sursis avec mise à l'épreuve avec des conditions strictes, y compris 500 heures de travaux d'intérêt général, spécifiquement dans une organisation de sensibilisation aux allergies, où elle devrait faire face à ce que ses choix ont causé chaque jour. Elle a également été condamnée à une thérapie obligatoire 2 fois par semaine et ne pourrait plus jamais avoir la garde non supervisée d'un mineur, pas seulement de Ninon, mais de n'importe quel enfant, pour toujours. Le juge a ordonné qu'elle verse 10 000 € pour créer un fonds commémoratif au nom de Mathis dans les 60 jours, où elle risquerait une peine de prison immédiate. Le visage de Justine est devenu blanc quand il a prononcé le montant, mais son avocat l'a attrapée par le bras avant qu'elle ne puisse parler. 2 semaines plus tard, j'ai créé le fonds commémoratif Mathis à notre banque locale avec pour mission de fournir des auto-injecteurs d'épinéphrine gratuits aux familles qui ne pouvaient pas se les permettre. La directrice de la banque m'a aidé avec toute la paperasse et a dit que son propre fils avait des allergies, donc elle comprenait à quel point le médicament était cher. Célestine a été la première personne à faire un don, apportant un chèque de 500 € et disant que la mort de Mathis ne devait pas être vaine. Elle m'a serré dans ses bras dans le hall de la banque et nous avons toutes les deux pleuré pendant que les autres clients faisaient semblant de ne pas remarquer. En un mois, nous avions collecté assez pour fournir des stylos à 20 familles et le journal local a fait un reportage à ce sujet sans mentionner le nom de Justine. Bruno a appelé pour m'informer que les services sociaux fermaient leur enquête active, car l'affaire pénale était résolue. Mais Justine resterait sous surveillance pendant toute sa période de mise à l'épreuve de 5 ans.
Judith est passée à mon appartement pour les derniers papiers et a confirmé que Ninon resterait avec moi en tant que sa gardienne principale pendant que je travaillais à obtenir la tutelle légale par le biais du juge des affaires familiales. Elle a dit que les visites médiatisées se poursuivraient 2 fois par semaine et que Justine n'en avait encore manqué aucune, mais passait toujours son temps à se plaindre de l'injustice de tout cela. Ce soir-là, j'ai passé en revue tous mes dossiers de preuves, les captures d'écran, les enregistrements et les déclarations de témoins qui avaient consumé ma vie pendant des mois. J'ai déchiré la plupart d'entre eux et j'ai effacé les scénarios de vengeance que j'avais écrits pendant mes moments les plus sombres, quand j'imaginais des choses bien pires arriver à Justine. Établir des limites signifiait n'avoir aucun contact avec elle, sauf pour coordonner les visites de Ninon via l'application des services sociaux qu'ils nous ont obligés à utiliser. J'ai changé mon numéro de téléphone et je l'ai bloqué partout ailleurs, car il n'y avait plus rien à dire entre nous. 3 mois après la condamnation, la mairie a approuvé une petite plaque dans le parc où Mathis a eu sa réaction. Le service des parcs l'a installé près de l'aire de jeu avec un texte simple sur la sensibilisation aux allergies et la sécurité des enfants. Financé par des dons au mémorial de Mathis. Son nom n'était pas mentionné, mais je savais pourquoi elle était là chaque fois que je passais devant lors de mes promenades avec Ninon. La plaque était en bronze et captait le soleil de l'après-midi d'une manière qui me rappelait les cheveux de Mathis quand il jouait sur les balançoires. L'avocat de Justine a envoyé un email 6 mois après le début de sa mise à l'épreuve, avec ce qu'il a appelé une lettre d'excuse de sa cliente. Elle a écrit qu'elle était désolée pour la mort de Mathis, mais a passé 3 paragraphes à expliquer comment j'avais ruiné sa vie en impliquant les autorités alors que cela aurait pu être une affaire de famille. Elle a dit que les travaux d'intérêt général étaient humiliants et que les autres bénévoles la traitaient comme une criminelle, même si elle nous avait élevés quand personne d'autre ne l'avait fait. Elle m'a reproché que Jérôme l'ait quittée, d'avoir perdu son emploi et son appartement, et d'avoir dû retourner vivre avec notre mère, qui s'est soudainement intéressée à être une mère maintenant que le plus dur était fait. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai supprimé sans répondre, car il n'y avait rien à dire qui changerait quoi que ce soit. La vie s'est lentement installée dans une routine avec Ninon vivant dans ma 2e chambre et allant en thérapie tous les jeudis pendant que j'y allais les mardis. Nous dînions ensemble tous les soirs, faisions les devoirs à la table de la cuisine et regardions des films le week-end comme une famille normale. Les visites médiatisées se déroulaient sans drame, car Justine savait qu'une seule violation y mettrait fin complètement. Ninon revenait de ses visites silencieuses et allait directement dans sa chambre, mais sa thérapeute a dit que c'était un processus normal et sain. La douleur n'a pas disparu, mais elle a cessé d'être la seule chose à laquelle je pouvais penser chaque seconde de chaque jour. Certains matins, je me réveillais et je préparais le petit déjeuner avant de me souvenir que Mathis était parti. Puis je me retrouvais debout devant la cuisinière à pleurer sur les œufs. 10 mois après la mort de Mathis, je me tenais devant sa tombe avec des fleurs fraîches et j'ai réalisé quelque chose d'important. La justice que nous avons obtenue n'était pas parfaite, car Justine n'a eu qu'un sursis et Mathis était toujours parti et ne grandirait jamais, n'irait pas au lycée, n'aurait pas son premier amour. Mais c'était suffisant, parce que Justine ne pourrait pas blesser un autre enfant et Ninon était en sécurité et s'épanouissait en CM2 avec des amis et de bonnes notes. Le fonds commémoratif Mathis avait aidé 43 familles à obtenir des épipans et une mère a envoyé la photo de la fête d'anniversaire de sa fille avec une note disant que sa fille était en vie grâce à ce que nous avions fait. La mémoire de Mathis vivait à travers des enfants qui pouvaient continuer à respirer, à jouer et à grandir, parce que leur famille pouvait se permettre le médicament qui pourrait les sauver. Commentaire, cette histoire nous touche toutes et tous profondément. Elle nous rappelle à quel point nos choix impactent ceux qui dépendent de nous. Parfois, la plus grande preuve de respect que l'on puisse se faire à soi-même est de savoir poser des limites claires et saines. Le vrai courage ne consiste pas à tout endurer, mais à choisir de protéger sa propre paix intérieure. Le chemin de la guérison n'efface pas les cicatrices, mais il nous apprend à vivre avec elles. Il est possible de transformer une grande douleur en un acte de bonté qui honore la mémoire d'un être cher. N'oublions jamais le pouvoir d'un geste bienveillant, même lorsqu'il vient d'un inconnu. Chaque jour, nous avons le choix d'être la personne sur qui les autres peuvent compter. Trouver la paix ne signifie pas gagner une bataille, mais décider de ne plus y participer. Prenez bien soin de vous et de ceux qui vous sont chers. Cette histoire vous a plu ? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.